Françaises, Français, étant le détenteur de la légitimité nationale et républicaine, j'ai envisagé depuis 24 heures toutes les éventualités, sans exception, qui me permettraient de la maintenir. J'ai un mandat du peuple, je le remplirai. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe connaît une explosion brutale de sa démographie. Dans ce contexte, ces changements structurels brutaux s'accompagnent de changements sociaux tout aussi importants. Les échanges sont de plus en plus libéralisés, accélérés par les grandes instances internationales telles que l'OCDE ou la CECA. L'économie industrielle traditionnelle baisse, tandis que se développe une multitude de services accessibles à des parts de plus en plus importantes de la population. L'instruction devient la priorité des gouvernements successifs post-1945, si bien que vers le milieu des années 1960, 94% de la population française est scolarisée. En 1959, l'école obligatoire est portée jusqu'à 16 ans, en théorie, et on estime que 40% des étudiants vont au-delà de cet âge. Signe avant-coureur des troubles à venir, les étudiants nord-américains manifestent dès 1964, protestant majoritairement contre la guerre du Vietnam, impopulaire aux États-Unis. En 1968, soit peu de temps avant les événements populaires français, des bâtiments de l'université de Columbia sont occupés, tandis qu'en Espagne, au Brésil, en Italie, au Canada, au Mexique, au Sénégal, en Yougoslavie et bien plus encore, les troubles se développent. Le contexte international se prête à l'effervescence intellectuelle et politique. Fidel Castro prend le pouvoir à Cuba, la province du Katanga déclare son indépendance, tandis que les mouvements de décolonisation s'intensifient au sein des empires anglais, portugais et français. La politique du général de Gaulle sur l'autodétermination de l'Algérie est contestée par une fraction de l'armée qui essaie de fomenter un coup d'État militaire sans grand succès puisque l'Algérie gagne son indépendance le 13 juillet 1962 à la suite des accords d'Évian. Le contexte international est par conséquent extrêmement tendu, sur fond de tensions idéologiques découlant de la guerre froide. Un véritable bouleversement frappe la France. Les classes sociales ne sont plus désormais définies sur la simple base d'une condition économique, mais par des limites d'âge. Les jeunes forment un groupe à part entière, avec leurs aspirations, leur vision du monde, leur propre modèle de consommation. Les tabous autour de la sexualité s'estompent, l'invention de la pilule contraceptive participant à dissocier l'acte de plaisir sexuel avec celui de procréation. En 1964, l'industrie musicale se saisit pleinement de ce phénomène. Bob Dylan devient un véritable gourou pour la jeunesse et des noms célèbres se forgent ayant encore une résonance aujourd'hui, tels que Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Richard Anthony, Françoise Hardy, Claude François et j'en passe. Le cinéma suivra de peu la musique avec Jean-Luc Godard, Alain Resnais et François Truffaut. L'univers culturel se mêle à l'univers idéologique, l'influence marxiste se faisant de plus en plus importante autour de Mao, Trotsky, Marx, Engels et Lénine. Bien que le berceau de la jeunesse contestataire se situe aux États-Unis, c'est bel et bien en France que cette jeunesse va mettre en pratique la révolution. L'université française connaît de graves difficultés. Malgré la création de nouvelles structures éducatives et le gonflement du corps enseignant, les crises surviennent logiquement. L'administration a du mal à suivre et on dénombre en moyenne un enseignant pour une centaine d'élèves. La France se remet difficilement de la perte de son empire colonial. Et subir toutes ces réformes structurelles continue d'enfoncer le pays, qui, baignant dans le miracle économique depuis une dizaine d'années, peine à se remettre de la perte de sa fameuse croissance ininterrompue. Le 15 janvier 1968, des conflits éclatent à la faculté de sciences humaines de Nanterre autour de la venue de François Mizoff, ministre de la Jeunesse et des Sports, critiqué par Daniel Cohn-Bendit. Le 14 février, les grèves et les incidents se multiplient. Le 18 mars, la violence reprend. Pierre Grappin, doyen de Nanterre, décide de suspendre les cours jusqu'au 1er avril, privant 12 000 étudiants d'enseignement. Le 3 avril, les mesures de sélection pour l'entrée à l'université provoquent un mécontentement général et le 27, Cohn-Bendit est arrêté. C'est en mai que les contestations vont s'accentuer. De nouvelles manifestations éclatent au quartier latin.
Maurice Grimaud, le préfet de police, avait posé 1500 gendarmes autour de la Sorbonne, entraînant 805 blessés. Près de 30 000 étudiants manifestent le 7 mai dans Paris et refusent tout compromis avec les autorités, ce qui ne fera qu'amplifier les tensions. Les premières barricades se dressent à Paris, se répandant dans les grandes métropoles dont Strasbourg, Rennes, Toulouse et Nantes. 20 à 25 000 étudiants confrontent rue Gay-Lussac la police. La construction des barricades, bien que rudimentaire, a une grande importance symbolique, n'étant pas sans rappeler les événements de la Commune de Paris. Originellement cantonnée au milieu étudiant, la révolte se répand aux milieux ouvriers et syndicaux, dont la CGT et la CFDT. Contre l'avis du président de la République, Georges Pompidou, rentré d'Afghanistan, est prêt à faire des concessions. Mais il est trop tard. 800 000 personnes sortent dans les rues le 13 mai, travailleurs et étudiants. Les grandes manifestations se mêlent aux grands discours intellectuels. En mai dernier, on a pris la parole comme on a pris la Bastille en 1789, déclarera Michel de Certeau. Toutefois, malgré tous les efforts mis en œuvre pour faire converger les intérêts des travailleurs et des étudiants, les intérêts sont tout à fait différents, créant un fossé qui ne peut être rebouché. Si les uns souhaitent la redistribution des richesses, les autres souhaitent quasi l'effondrement de la société industrielle. Les ouvriers veulent juste des avantages matériels tels qu'une augmentation des salaires, la diminution des heures de travail ou la hausse des congés payés, tandis que les revendications étudiantes sont bien plus profondes et idéalistes. De Gaulle, en visite en Roumanie du 14 au 18 mai 1968, laisse Pompidou gérer quasi exclusivement la crise. Drôle de stratégie quand on voit l'état du pays. EDF entre en grève peu de temps après, suivi par la SNCF. Le nombre de grévistes le 17 atteint le 2 millions. Les communications sont coupées, le pays est totalement à l'arrêt. De Gaulle fait sa première communication publique sur l'état du pays et fait planer sur la France la menace de sa démission en cas de non-acceptation du référendum. Stratégie qui ne semble plus fonctionner. La nuit des barricades se déroule au quartier latin. Les manifestations s'étendent dans Paris où 2 morts sont à déplorer. Le 27, après 25 heures de négociations entre les patrons et les syndicats, les accords de Grenelle sont signés. Le SMIC est augmenté. La semaine de travail est réduite. La sécurité sociale et les retraites sont améliorées. La fin de mai 68 commence avec l'impossibilité d'unir la gauche, comme dit précédemment, mais aussi la peur de l'opinion publique qui se renverse contre les manifestants. Le spectre d'une révolution d'inspiration communiste et marxiste est difficilement envisageable. La volonté de se présenter de François Mitterrand ne faisant que canaliser les violences de l'extrême gauche. La réforme l'emporte sur la révolution. De Gaulle, en refuge à Baden-Baden, très certainement pour s'assurer du soutien de l'armée, revient en France. Il annonce dans une allocution la dissolution du Parlement, l'annulation du référendum et la convocation de nouvelles élections. Les Français se réjouissent du retour à l'ordre et le président de la République tâche d'appliquer les différents compromis avec l'opposition. Finalement, les élections du 23 au 30 juin donneront une majorité gaulliste, avec 358 sièges sur 485. Georges Pompidou est remplacé par Couve de Murville le 10 juillet. Le système universitaire est remodelé par la loi Edgar Faure. Ainsi, on peut distinguer 3 étapes de la crise. La première jusqu'au 13 mai avec une crise exclusivement étudiante. La deuxième du 14 au 24 mai s'étendant au milieu ouvrier, créant une crise sociale globale. Et la troisième étape enclenchant une crise politique de par l'incapacité du pouvoir à résoudre le conflit. En définitive, mai 68 n'aura peut-être pas duré longtemps, mais son impact social, économique et politique n'aura de cesse d'alimenter les débats intellectuels. Révolution, simple convulsion sociale, crise de l'université, la nature de cet événement continue de fasciner les historiens.